peine qu'elle donne quelques détails en attendant. S'il vous plaît, j'aimerais pas être... Bien, alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va passer la parole à nos deux conférenciers. D'abord, M. Bongo, qui est également présent depuis le début, puisque je l'ai rencontré dans toutes les concertations de Guinéens par rapport à cette maladie. Donc, nous le remercions. Il n'est pas guinéen, mais c'est également un ami de la Guinée, c'est un africaniste et nous le remercions sincèrement. M. Bongo. Merci infiniment. Je pense que mon intervention aura un sens. Pourquoi? Parce que l'Afrique a un sens culturel, ethnique, multiculturel, je peux dire ainsi. En l'an 2050, nous serions 2 milliards. 2 milliards d'habitants. En 2 milliards d'habitants, donc, il faut se préserver contre des risques de pandémie, de maladies, et aussi avoir une certaine vision. Alors, la meilleure vision, comme on peut dire, c'est la diaspora qui ramène une impulsion pour que l'Afrique, la diaspora africaine, je vais dire ainsi, pour que l'Afrique fonctionne. Au regard des chiffres qui existent, il y a 67 milliards par an déversés en Afrique pour que cet argent-là sert à, bien entendu, apporter une aide au niveau de la santé, au niveau de la famille, au niveau pas mal de choses. Donc, c'est une valeur ajoutée extraordinaire. On parlait tout à l'heure de la recherche, comment faire une recherche fondamentale afin d'arriver à trouver un consensus, comme on dit, médical ou au niveau de la recherche pour qu'on puisse aboutir à localiser, à isoler cette épidémie. Néanmoins, je peux dire ainsi, les installations en Afrique ne sont pas encore adéquates pour accueillir ce genre de travail. Par contre, il y a des installations de relais en Europe, comme l'Institut Pasteur, qui fait un travail formidable au niveau de cette épidémie. Donc, ne mettez pas, comme on dit, la charrue avant le bœuf. Ben, il faudra peut-être travailler en corrélation, en relation avec des chercheurs qui sont ici dans l'Occident, afin que les choses avancent. Vous savez, un appareil qui consiste à isoler, à regarder, à observer la mutation de cette maladie, enfin, cette épidémie, coûte excessivement cher. Un appareil peut coûter jusqu'à 500 000 €, jusqu'à 1 million d'euros. Donc, ça coûte excessivement cher. La solution essentielle serait, comme le médecin est ici, pourra nous dire voilà, comment créer cette relation, partenariat avec l'Europe, afin de faire progresser les choses. Mais ne partez pas sur cette posture de mettre tout de suite, c'est vrai qu'on appelle l'ambition africaine, et très bien, mais il faut voir aussi par rapport à nos moyens. Hein. Donc, mettez en relation, comme souvent ça se fait avec des localités, ça se fait avec de mairies ici en France, de jumelage, hein, je donne l'exemple là, qui permettent aux gens de comprendre comment les choses fonctionnent et aussi de faire l'échange culturel et autres. Donc, je pense que dans ces cadres-là, ça peut être une bonne chose. La seule chose qui manque aujourd'hui aux Africains, c'est comment transmettre l'information. Nous sommes de la presse, nous sommes butés à une situation difficile. Pourquoi cette situation difficile? Si on regarde aujourd'hui l'Internet, l'Internet fonctionne parfaitement bien en Europe. La France est pratiquement couvert à 75%. Le pays en Europe qui est mieux couvert, c'est la Hollande, contrairement à ce qu'on peut penser. Et on bascule à la Belgique et les autres. Mais par contre, en Afrique, il y a un souci. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre pourquoi. En Afrique, il y a que 3,4% de zones qui sont couvertes pour
accéder à la toile. Donc ça pose un souci évident pour faire passer une information. On voit le souci quand il y a une épidémie qui commence à prendre corps dans l'est d'un pays, pour que l'information arrive au centre, au niveau de la capitale, il y a une transformation d'information, il y a une mutation d'information, il y a la façon dont l'information est travestie, donc les gens sont complètement perdus par rapport à cela. Donc nos gouvernants doivent faire de la sorte de mettre en place ce qu'on appelle de radios communautaires, de petites radios qui font le relais, afin que ces radios-là transmettent les informations concernant le sida ou concernant cette épidémie. Et la panique qu'il y a eu par rapport à cette épidémie, c'est là où ça a provoqué énormément de problèmes, et ça a touché de pays voisins, de peur qu'on soit contaminé, ou ils ne connaissaient pas l'origine de cette épidémie. Alors les gens allaient voir peut-être le marabout pour se préserver, allaient voir des charlatans médecins pour essayer de prendre des nivaquine ou quinine parce qu'il y avait la fièvre, la forte fièvre, que le médecin pourra expliquer tout à l'heure. Donc tout cela, il y a une certaine désinformation. À travers cette désinformation, donc on se trouve face à cette terrible épidémie qui, quand ça vous attrape aujourd'hui, vous avez entre 50 et 80%, 95% de chances d'y passer. Quand je dis chance, pardonne-moi, c'est l'euphémisme, mais d'y passer. Alors, il fallait le gouvernant, nos gouvernements, travaillent avec les organisations humanitaires, c'est vrai, qui font un travail merveilleux, qui remplace souvent les États malheureusement, mais font un travail d'appoint extraordinaire pour à la fois d'aller sur terrain et donner les informations, comment se protéger contre cette épidémie. Alors, on peut mettre des critères de comment on peut être atteint par rapport à cette épidémie. Il y a la nourriture. Il y a la nourriture qu'on va dans la forêt chercher, les gibiers. Les gibiers, souvent, les gens vont dans la forêt et trouvent des gibiers qui sont déjà morts. Allez, tiens, c'est une aubaine, c'est une chance. Ils ramènent ce gibier-là à la maison et ils partagent ce gibier entre, comme on dit, les familles. Comme ça a toujours été, le principe de partage en Afrique. Mais il y a une chose qui me fait rappeler. Il y a un savant musulman disait, pour dire, il a dit faites attention aux animaux morts, ça pose toujours des problèmes parce que vous ne connaissez pas l'origine de sa mort. Voilà, c'est là aussi que les gens doivent aussi tenir compte de cela. Alors, il y a d'autres coins de l'Afrique où les gens mangent du singe, par exemple, et ces singes-là sont le meilleur vecteur, les chimpanzés, tous ces animaux, c'est le meilleur vecteur par rapport à la transmission de cette épidémie. Il y a également ce qu'on appelle la chauve-souris, c'est l'animal qui est vraiment l'essentiel, le vecteur de cette épidémie. Mais à l'origine de cette épidémie, on a retrouvé ça en RDC. En RDC, au sud du Soudan, là où il y a des troubles aujourd'hui, malheureusement, on voit la guerre fratricide entre deux groupes qui veulent prendre le pouvoir. Je ne vais pas rentrer dans la politique, mais simplement, c'est à partir de là que ça a commencé. Ça commence avec une rivière, ça traversait la rivière, parce qu'on dit ça se transmet très rapidement. Je laisserai aux médecins le soin d'expliquer comment la transmission de cette maladie est très, très, très rapide, en fait, en réalité, ça se passe. Alors ça a commencé une rivière, et cette rivière, c'était au nord de la RDC. C'est en 1976. Et à 1976, personne ne connaissait en fait cette épidémie. Alors on a crié aux sorciers, on a crié aux gens qui lancent des sorts,
mais on n'avait pas l'information comme telle. La seule chose qui a sauvé la RDC à l'époque, c'est sa façon dont la RDC est organisée en termes de congrégation. Il y avait une congrégation religieuse belge qui a tout de suite alerté l'Institut Pasteur. Et en alertant l'Institut Pasteur, on s'est retrouvé à connaître comment cette maladie fonctionne. Et on a dit maladie. L'épidémie, comment ça se transmettait. C'est à travers cela, il y a eu maintenant un petit travail au niveau de ces missionnaires qui ont pu faire pour d'isoler en fait une partie de cette zone-là et en donnant en même temps le nom de cette maladie-là, c'est au nom de la rivière, en fait, c'est ce qu'on appelle la rivière Ebola. Comme c'est venu à travers cette rivière, on dit ok, voilà, on va donner cette épidémie le nom de cette rivière qui vient de la RDC. Ça, c'était en 1976. On s'est retrouvé avec une centaine de morts, à peu près 140 morts. Alors les gens commencent à s'affoler et c'est à partir de là, comme j'expliquais, le Belge ont fait un travail formidable en relation avec le gouvernement de Mobutu à l'époque pour pouvoir mettre en place un système sanitaire important, un cordon de sécurité pour éviter la transmission. Vous savez, en RDC, c'est un pays où il y a un scandale géologique, où on peut trouver de lacs, des affluents, de confluents, de fleuves. Mais c'est vraiment... oui, j'ai une demi-heure, effectivement. Pardonnez-moi. Alors, donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec cette maladie. Comment on pouvait le gérer? Il y a eu 4 périodes en RDC par rapport à cette souffrance. 4 périodes. On a eu en 1976, on a eu en 2004, en 2007 et en 2012. Là. En 2012, on s'est retrouvé, comme on avait déjà ce qu'on appelle l'expertise par rapport aux précédentes souffrances, alors l'État congolais a bien travaillé là-dessus pour pouvoir protéger la population, empêcher les gens qui sont dans les régions pour descendre vers la capitale, enfin au niveau de la concentration de la masse, que les choses ne se déplacent pas. C'est là où on arrivait même à brûler le village tout entier pour éviter vraiment la transmission. Alors la chose qu'il y a eu souvent par rapport à cela, au niveau de contamination de la population, c'était nos rites mortuaires qu'on utilisait, comment on lavait les morts. Quand on lavait les morts, c'est là où les gens transmettaient en fait cette maladie. Alors on a empêché les gens, on brûlait même les cadavres, si vous voulez. C'est difficile à le dire, mais pour éradiquer cette épidémie. Aujourd'hui, c'est vrai que les Africains ne travaillent pas en fait en synergie. Il n'y a pas une mutualisation du travail, je vais terminer avec ça, il n'y a pas une mutualisation du travail pour aller vers la RDC qui avait connu cette souffrance, d'avoir déjà la matière et à travers cette matière pouvait permettre peut-être la Guinée aujourd'hui d'avoir moins de morts aujourd'hui et de pouvoir travailler par rapport à ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Au départ, c'était un peu désordonné. Aujourd'hui, ils ont la maîtrise de ces travaux et on salue l'effort même du gouvernement. Ce que le gouvernement a pu faire aujourd'hui, c'était d'une rapidité vraiment absolue. Je tenais à rendre hommage parce qu'il faut tenir compte de cette chose. Vous parlez ici dans la salle, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a tout le monde. Vous voyez, c'est un carrefour. Et à travers ces carrefours-là, la transmission, ça va très très vite, même au Maroc à côté. Donc là, on a décelé de quelques cas. Donc moi, je pense qu'il faut mutualiser les travails, mettre tout le monde ensemble, en même temps, afin que dans l'avenir, ces choses-là, quand les choses vont se produire, en fait, qu'on soit armé avec des éléments probants pour éradiquer cette maladie. Même comme il y a encore du souci même en termes de communautés, hein. Vous savez, il y a des communautés économiques, CEMAC, etc., mais ils n'ont pas encore mis en place ces relais sanitaires pour que les gens soient préservés. Voilà ce que je voulais dire. Merci, mon cher journaliste, cher ami. Bon, vous devez savoir qu'on a commencé cette réunion avec plus de 2 heures de retard.
Et je pense qu'il faut en tenir compte. Donc je rappelle à tous les autres intervenants de faire attention, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Et il faut dire que l'essentiel est permettre également à la salle de réagir, parce que beaucoup de gens ont fait le déplacement aujourd'hui, et je pense que certains voudront quand même apporter leur contribution par rapport à ça. Je vous remercie. Merci. Monsieur Condé, Monsieur Condé. Voilà. Vous allez me permettre de c'est normal. Et si vous pouvez vous retourner un tout petit peu pour regarder à votre tête pour voir sur l'écran, si vous pouvez passer par là. Voilà, comme vous le savez, nous sommes autour de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. Voilà, les autorités sanitaires de la République de Guinée ont annoncé le 21 mars dernier l'existence de la fièvre hémorragique en zone forestière et Conakry depuis février 2014. 49 cas d'Ebola, dont 29 décès sont survenus en zone forestière et à Conakry. Des prélèvements avaient été effectués et ont été adressés au Centre national de référence à Lyon. Ce centre a confirmé la positivité chez 10 personnes. Sur les généralités, comme tout le monde le sait, les maladies infectieuses, c'est-à-dire provoquées souvent par les germes, les virus, les champignons, sont un problème de santé publique et responsable du tiers dans le monde chaque année. Et depuis certaines années, j'ai un ami à côté de moi qui m'a dit « Mais Condé, je ne comprends pas pourquoi de temps en temps il y a des nouveaux germes. » Il n'y a pas en fait de nouveaux germes. C'est que l'homme, je vais le dire tout à l'heure, plus tard, nos comportements, les problèmes socio-économiques, les problèmes politiques entraînent des dégâts sur la nature. Et de ce fait, les comportements des animaux avec lesquels nous avons à vivre également, les germes qui étaient là et avec lesquels on pouvait vivre changent. Et c'est pourquoi on a toujours l'impression qu'il y a l'émergence de nouveaux organismes pathogènes, tel a été le cas du sida, le cas de l'Ebola, parce que l'Ebola particulièrement, comme mon confrère, le précédent orateur l'avait si bien dit, Ebola, chez certains, des populations au niveau de la République démocratique du Congo, ancienne Zaïre, on a fait des prélèvements de sérum et on avait trouvé que certains qui n'avaient pas fait la maladie avaient déjà connu Ebola. Ça veut dire que le gène existait déjà dans cette zone-là en Afrique. La situation mondiale, comme on dit souvent, elle est sombre. Je ne crois pas. Il y a des progrès qui ont été accomplis, tout le monde le sait. La variole a disparu. La poliomyélite, si la vaccination est faite aussi de manière normale, ça s'éteint. La rougeole, les diphtéries. Donc, ces maladies sont capables d'être éliminées quand l'homme le souhaite et le veut. L'homme est le principal responsable, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette émergence ou de la réémergence de ces maladies. Et les principales raisons, comme j'avais dit tout à l'heure, tantôt, nos habitudes de vie, la modification de notre milieu et les faits sociopolitiques, les guerres, les déplacements de population, etc. Heureusement que les techniques pour diagnostiquer existent et mon confrère m'a beaucoup fait avancer, le journaliste qui m'a précédé, pour dire qu'il faut un partenariat et partenariat qui doit se faire. J'ai vu qu'il y a des vœux pieux pour dire l'Afrique peut s'en sortir, c'est vrai. L'Afrique a des cadres, c'est vrai, mais moi je pense plutôt à un partenariat. Si une mutualisation de nos moyens est à souhaiter et réellement à faire, mais il faut-il aussi qu'il y ait un échange entre le Nord et le Sud. La maladie Ebola, comme mon confrère l'avait, c'est une maladie grave. Grave parce que simplement elle tue et elle tue. Et comme on a toujours dit, ce sont des flambées d'épidémie, c'est-à-dire des populations qui étaient là, qui vivaient de manière normale, du fait d'un comportement un peu particulier dans la vie. Ça va d'une personne à une autre, on va le dire tout à l'heure. Et la mortalité reste très très élevée, entre 50 et 90%.
les personnes touchées. Et ces épidémies surviennent le plus souvent dans l'Afrique profonde, c'est-à-dire dans les villages, en Afrique centrale et de l'Ouest, à proximité des forêts tropicales. Le virus se transmet à partir des animaux, mon confrère l'avait dit. Ensuite, la transmission dans la population est effectuée entre les hommes, c'est pour ça qu'on parle de transmission interhumaine. Les chauves-souris, parce que les chauves-souris mangent les fruits. Généralement, ce sont des animaux qui se déplacent le crépuscule, qui viennent dans nos villages ou dans les environs des villages qui mangent. Et je me rappelle bien, il y a une ville en Guinée qu'on appelle Kaka. Il y a les mangues. Et quand les mangues mûrissent, les chauves-souris viennent le soir, peuvent en manger. Et certaines mangues mûres peuvent tomber. Et il y a sur certaines de ces mangues, déjà, la chauve-souris avait mangé une partie, ou avait touché avec sa salive. Et ces transmissions se font de cette manière-là. Et les hôtes naturels du virus Ebola, on pense que ce sont les chauves-souris. Et il y a des populations également en Afrique qui les consomment. Comme on va le dire tout à l'heure, il n'existe pas pour l'instant le vaccin ayant fait la preuve de son efficacité ni de traitement. Le virus Ebola, comme mon précédent orateur l'a si bien précisé, est apparu en 1976 et lors de deux épidémies essentielles, la première ayant eu lieu au Soudan et la deuxième en République démocratique, comme je l'ai dit tantôt, l'ex-Zaïre. Et c'est cette rivière qui est située justement, cette rivière du nom d'Ebola qui porte le nom, c'est à cette rivière-là que la maladie doit son nom. Voilà, il y a plusieurs genres de virus qui appartiennent à une famille un peu particulière qu'on appelle les filovirus parce qu'il y a un peu de filament là-dedans. Mais on ne va pas aller sur ces aspects, on va essayer de cerner les aspects les plus importants. Et dans cette espèce-là, il y a 5, et dans ce genre, il y a 5 espèces, et les 3 premières sont les plus fréquentes en Afrique, et ce sont elles qui créent justement, qui entraînent la maladie. La transmission du virus, le virus s'introduit dans l'homme après un contact étroit, soit avec le sang, soit avec les sécrétions, les organes ou les liquides biologiques d'animaux infectés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une excoriation de la peau ou des muqueuses. Et à la faveur de cette excoriation, la transmission est possible. Et je le dirai quand nous aurons des conseils à donner plus tard. En Afrique, l'infection donc est constatée par les manipulations d'animaux, par exemple les serpentins. Il y a eu un cas en Allemagne, dans la ville de Marburg, au laboratoire. C'était des singes verts qui avaient quitté l'Ouganda et qui ont été transférés dans ce laboratoire allemand. Et les techniciens qui étaient dans ce laboratoire-là manipulaient ces animaux. Ils ont été les premiers à faire la maladie, c'est pour ça qu'on parle souvent de la variété Marburg, mais en réalité, ce n'est pas un allemand, mais ce sont des singes qui ont quitté l'Ouganda. Et il y a les gorilles aussi, les chauves-souris, les singes, les antilopes, les porcs-épics, qu'on retrouve malades ou morts, comme mon confrère aussi, mon prédécesseur me l'avait si bien précisé. Donc il m'a assez aidé à avancer. La propagation se fait par transmission interhumaine, comme vous le voyez en gras. Et il y a des contacts directs, comme je l'avais dit, il faut que la peau soit lésée, les muqueuses. Et puis, au travers du sang, des sécrétions des organes également et des liquides biologiques, les personnes sont infectées. Ensuite, il y a des contacts directs, indirects, ça c'est par l'intermédiaire d'un environnement qui a été contaminé. Les rites funéraires, comme en Afrique, d'une zone à l'autre, elles peuvent changer, mais souvent, dans toute l'Afrique, on aime avoir un contact proche avec le défunt, surtout les membres de la famille et les proches amis. C'est un facteur aussi de contamination directe. Même dans la religion musulmane aussi, il faut enterrer nos morts dans les 6 mètres de percale, etc. Donc ceux qui entendent d'abord qu'il faut faire la toilette, voilà,
religieuses, etc. Ce sont les moyens. Et toute la difficulté dans ça, c'est ce que j'avais dit, que ça crée une problématique dans nos conceptions et notre relation à nos morts. Quand cette épidémie éclate, il faut qu'on accepte quand même qu'on enterre les morts selon les principes actuels de l'hygiène internationale et non selon nos rites funéraires. Vous remontez, il y a aussi le sperme, je vais le dire, que ça transmet le virus. C'est écrit ici jusqu'à 7 semaines après la guérison du malade, mais ça peut aller jusqu'à 2 mois. Le sperme peut transmettre toujours le virus Ebola, même si le malade a les signes apparents d'une guérison. La maladie se caractérise par l'apparition d'une fièvre brutale, c'est-à-dire la montée de la température humaine, qui va se situer autour de 38, c'est-à-dire environ 39 degrés. Il y a une faiblesse intense qui l'accompagne, des douleurs dans les muscles, le mal de tête, et on a la sensation d'avoir comme si on avait une angine, l'arrière-gorge irrite, devient inflammatoire, douloureux. Puis les vomissements suivent, la diarrhée, et des fois il y a des éruptions cutanées, c'est-à-dire des boutons sur le corps. Et puis ça se termine par une insuffisance, une défaillance multiviscérale, c'est-à-dire plusieurs organes sont touchés, et essentiellement les reins, le foie. Et c'est, comme on le sait, le foie est le chef d'organisme le chef d'orchestre de l'organisme. Donc les hémorragies sont entraînées aussi bien à l'intérieur du corps qu'à l'extérieur du corps, c'est-à-dire que ça peut s'éliminer aussi bien par le nez, la bouche et l'anus. Il y a également les analyses de laboratoire qui mettent en évidence, si on fait la prise de sang sur la personne qui en souffre, une baisse des mécanismes de défense de l'organisme, comme tout le monde sait, les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs, sont les défenseurs de notre organisme, c'est les paracommandos et les militaires. Et la plaquette, ce sont ces plaquettes qui participent à la coagulation du sang. Et ces éléments deviennent défaillants. Et quand ils deviennent défaillants, on saigne. Et on n'a rien pour nous protéger à la manière du sida à peu près. Et donc, la mort s'ensuit. Les sujets atteints restent contagieux tout le long, c'est-à-dire tant que le virus est dans le corps d'une personne, il reste contagieux. La durée d'incubation, j'ai essayé de la définir, c'est le temps qui s'écoule entre la pénétration d'un germe dans l'organisme, dans notre cas c'est le virus, jusqu'à l'apparition des premiers symptômes. En moyenne, elle est de 2 à 21 jours, mais en moyenne autour de 3 à 10 jours. C'est pourquoi on a l'impression que c'est une maladie qui va plus vite que l'on le croit. Mais il y a l'incubation qui est là, elle peut être assez courte, comme ce s'appelle, jusqu'à 21 jours. Et c'est là où les déplacements de population posent des problèmes. Nous allons en revenir. Avant de poser le diagnostic de la maladie, il est important, comme mon prédécesseur l'avait dit, je dis, il m'a beaucoup aidé, c'est que cette maladie au début se manifeste comme beaucoup de maladies que nous avons en Afrique. Et dans lesquelles également les signes que j'avais signalés comptent. Le paludisme, tout le monde sait qu'il y a une poussée de fièvre, on a mal à la tête, on a des frissons. Et parfois aussi, il peut y avoir des problèmes parce que les gens vomissent et le vomissement devient de milieu amer, donc il y a le foie aussi qui est touché et ébranlé. Il y a la fièvre typhoïde aussi, il y a la dysenterie bacillaire, il y a le choléra, la leptospirose, la peste, et comme vous le voyez, les méningites, les hépatites et d'autres fièvres hémorragiques aussi qui existent en Afrique, par exemple la fièvre de Lassa. Il y a plusieurs tests de laboratoire qui sont là, mais je ne pense pas que ce soit le lieu qu'on parle de ça. J'ai essayé simplement de transcrire certains. Et les échantillons provenant des patients présentent un fort risque biologique. Et c'est pourquoi les transferts ne se font pas n'importe comment. Ce sont des personnes qui sont réalisées dans les conditions de confinement les plus rigoureuses possibles. Voilà, j'ai essayé quand même d'appeler Conakry pour vous donner les dernières informations concernant cette maladie.
Et si vous voyez en médaillon en haut à droite, ce sont les mesures qui ont été prises. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que les régions les plus touchées sont les régions forestières, comme ici, vous voyez Macenta, Guékédou, Kissidou, et la région de Conakry, la capitale. Et toutes les mesures qui ont été prises, comme vous voyez ici, la prévention, la communication, la surveillance, etc. Et si vous voyez en moyen logistique, c'est plus fréquent à Conakry, à Guékédou, qu'à Dabola, où ça semble être plus ou moins mieux jubilé, et Macenta et Kissidou, tant qu'à moi. Voilà, ce sont ces zones qui sont ici indiquées, les zones dans lesquelles on trouve énormément. Alors, est-ce que ça marche encore? Voilà, c'est la zone de Macenta, Guékédou et Conakry qui sont les plus touchées, puis Dabola, Zingira. Vous allez vous savoir tout à l'heure par les... Bon, on ne voit pas clairement ces zones. Les zones les plus dangereuses actuellement, c'est Conakry, c'est en rouge, et la région de Guékédou. Comme vous allez le constater, les derniers cas notifiés au mois de mars, ça c'est pour Dabola et Dingra. Voilà. Voilà. Le nombre total de cas confirmés maintenant en Guinée. Il y a 127 cas, 83 décès et 44 qui encore sont vivants. Et le nombre de cas confirmés en isolement, c'est-à-dire des personnes sur qui il y a le doute actuellement, il y en a 2, et il reste encore vivant. Ce sont les statistiques depuis le 3 mai. Hein. Vous voyez qu'on a créé... Bon, je voulais indiquer plus vite, il y a Guékédou qui fait 2 fois plus que Conakry, et vous voyez aussi le nombre total de contacts suivis au début, hein, et maintenant le nombre de jours de suivi. Il y a eu des prélèvements, et ces prélèvements, il y en a 370, et le nombre de patients testés c'est 222. Et sur les 222, il y a 127 cas positifs, soit plus de la moitié. Bon, actuellement, il y a des informations un peu particulières que je voulais donner, parce que tout à l'heure, on avait dit qu'il fallait une mutualisation. Et il faut le reconnaître aussi que sur l'économie de la Guinée, un tel événement peut avoir quand même des effets fâcheux, notamment économiques, les déplacements de population. Et actuellement, au Mali, il n'y a aucun cas suspect à l'observation. Mais il y a quand même la poursuite des mesures de surveillance aux frontières, notamment avec la Guinée. Et la principale frontière, c'est à Touré-Malé, derrière Séguiri. Et puis, l'aéroport aussi. Et il y a le briefing chaque fois du personnel de santé et la mise des unités d'isolement aux frontières. En Sierra Leone, il n'y a toujours pas de cas confirmés, même si c'est dans la région forestière et les zones sont proches les unes des autres. Mais il n'y en a pas. Un cas de fièvre Lassa seulement a été détecté et les mesures de contrôle quand même se poursuivent toujours. Le Libéria, il y a eu la réunion transfrontalière entre la Guinée et ce pays dans le cadre de l'Union Rivière-Mano, mais il y a 2 cas qui constituent une alerte, mais après test, ces cas se sont avérés négatifs. Nous revenons donc maintenant à la prévention et au traitement. Comme je l'avais dit précédemment, il n'existe pas de vaccin contre la maladie à virus. Plusieurs vaccins ont été essayés, soit en cours d'essai. Il n'existe pas non plus de traitement spécifique. Les hôtes naturels du virus Ebola, comme on l'a dit en Afrique, c'est les chauves-souris, qui sont les êtres naturels possibles de vivre. La répartition géographique du virus pourrait se superposer à celle des chauves-souris, c'est-à-dire dans toutes les zones où il y a la chauve-souris, la maladie peut se déclarer. Le virus chez l'animal, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des animaux avec lesquels nous vivons, les singes, et parfois aussi les porcs. Bien que les primates soient à l'origine de l'infection, on ne pense pas qu'ils soient le réservoir, plutôt des autres accidentels, tout comme l'être humain. C'est-à-dire que nous intervenons dans le circuit du virus
mais nous ne sommes pas les gens qui gardent le virus longtemps. Et depuis 1994, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, des flambées d'infection ont été observées aux Zaïre et également dans la forêt de Taï en Côte d'Ivoire. Sur le plan prévention, il y a le contrôle du virus chez l'animal domestique. Et vous l'avez dit, il y a des animaux en divagation en Afrique. Il y a des animaux aussi, on ne trouve pas les fermes comme on le voit de manière bien structurée comme en France. Il n'y a pas cette possibilité. Les éleveurs, s'ils laissent les animaux divaguer, il y a la transhumance. Et il y a certains éleveurs qui se déplacent d'une zone donnée de la République de Guinée ou une autre zone pour des raisons de commerce, pour vendre ces animaux, qui peuvent être aussi des facteurs, mais les enquêtes sont en cours. Donc il n'existe pas non plus de vaccin vétérinaire pour ces animaux-là. Le nettoyage et la désinfection systématique à l'eau de Javel et à d'autres détergents sont des facteurs qui sont très importants à mettre en place. Et la moindre suspicion doit entraîner la mise en quarantaine des locaux où ces animaux sont gardés. L'abattage des animaux infectés, vous l'avez dit tout à l'heure, mais souvent, quand un animal a été retrouvé mort récemment ou il y a quelques heures, on revient à nos animaux domestiques. Normalement, l'enterrement et l'incinération de la carcasse doit être immédiat pour réduire le risque de transmission de la maladie. La restriction ou l'interdiction des déplacements des animaux peut réduire également la propagation des maladies. La mise en place d'un système de surveillance active concernant la santé animale est essentielle et indispensable. Réduction du risque d'infection du virus chez l'homme. Il faut sensibiliser les populations aux facteurs de risque, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui se fait beaucoup maintenant en Guinée, parce que quand un homme, on dit bien un homme qui connaît, averti en vaut plusieurs, la connaissance des mesures de protection à prendre de manière à titre d'abord individuel sont le seul moyen de réduire l'infection et la mortalité chez l'être humain. En Afrique, actuellement, en Guinée, les messages éducatifs de santé publique visant la réduction du risque sont axés sur les points suivants. La réduction du risque de transmission entre les animaux et l'homme par contact des chauves-souris ou des singes, des primates infectés. Les produits tels que le sang, la viande doivent être soigneusement cuits et on tient compte de toutes nos traditions alimentaires en Afrique et ce que cela comporte. La réduction du risque de transmission interhumaine. Il faut porter des gants et un équipement de protection individuelle adapté, se laver régulièrement les mains. Les communautés à risque doivent être informées de la maladie et des mesures à prendre. Et les personnes mortes doivent être enterrées rapidement et sans perte de risque, comme je l'avais dit précédemment. Lutte contre l'infection dans les établissements de soins. La transmission interhumaine, on l'a dit, du virus est avant tout liée au contact direct ou indirect avec du sang, des liquides biologiques. Il vaut mieux se répéter, c'est mieux. Elle est signalée pour les agents de santé lorsque, et je voulais saluer ici, et mon prédécesseur l'a si bien dit, ceux qui ont payé le lourd tribut de la maladie actuellement en Guinée, ce sont les infirmières et les médecins. Pourquoi? Parce que quand les gens viennent avec une poussée de fièvre, avec un mal de tête, avec une fatigue intense, on pense d'abord à la fièvre, on pense d'abord au paludisme avant de penser à la maladie évolutive. Donc l'identification rapide de ces patients n'est pas toujours possible, comme on l'avait dit, car ces signes, qu'on appelle les symptômes dans notre jargon médical, se confondent au début et n'ont pas de spécificité. Il est donc important que les agents de santé appliquent les précautions d'usage à tous les patients, quel que soit le diagnostic, qu'on pense ou pas, dans toute pratique professionnelle et à tout moment. Et là, vraiment, je le dis de manière militaire, que les règles doivent être respectées. Et là, ça vaut la vie. Hein. Ces précautions comportent l'hygiène des mains, le port des masques,
le port d'un équipement de protection individuelle contre les éclaboussures de sang, de vomissement, d'autres contacts avec des matières infectées comme les selles aussi, la sécurité des injections qui doit se faire de manière particulière et les rites funéraires. En présence d'un cas suspect ou confirmé, cas suspect, c'est-à-dire qu'on pense qu'on peut être malade, confirmé quand le laboratoire a donné les résultats. Les agents de santé doivent, en plus des précautions du JAC, prendre d'autres mesures de lutte anti-infectieuse pour éviter tout contact direct avec l'environnement susceptible d'être contaminé. Lors des contacts proches avec les malades ayant une maladie à virus de Ebola, ils doivent porter une protection faciale, un écran, un masque chirurgical, des lunettes de protection, une blouse propre, même si elle n'est pas stérile, mais en manches longues et des gants appropriés. Les personnels des laboratoires qui sont exposés également doivent avoir une formation particulière dans la manipulation des produits. Et actuellement, l'OMS fournit son expertise et la documentation pour aider aux investigations sur la maladie et à la lutte. Voilà, je ne voulais pas terminer sans remercier toutes les associations quand même qui nous ont invités. La mairie de Vitry-sur-Seine. Et je remercie particulièrement mon confrère Mamel Lamine Yansane, que j'ai appelé avant-hier à Conakry, et qui m'a donné les données chiffrées qui sont les plus récentes en République de Guinée après la dernière crise la dernière réunion de crise de Syrie. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup.